Eh bien voilà, déjà, Pascal Masse et la lumière fut et la lumière est, il a déjà disparu de notre visio. Ça commence bien. Ah! Oh là là! Est-ce que c'est moi qui me suis mal réveillé ou est-ce que je vous vois avec grande difficulté? Ah bah, en plus, il trouve le moyen de me faire disparaître. On va voir ça plus tard. Donc, dans ce grand angle, on va parler de Kazan à nouveau, comme on en a parlé déjà vendredi et le matin avec François Martin. C'était extraordinairement brillant, comme toujours avec notre ami François Martin, le géopolitologue. Moi, j'adore faire de la pub pour ses livres. C'est l'Ukraine, un basculement du monde, et son tout dernier livre, toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy, avec François Martin, Le temps des fractures. Et nous avons le soir eu aussi un débat de grande qualité vendredi soir. Je le rappelle pour que vous puissiez visionner les podcasts, chers internautes, avec eh bien l'un de ceux qui est invité ce matin et que je vais vous représenter, mais est-ce besoin de le présenter? Il finira par avoir un véritable rond de serviette, si ce n'est déjà le cas sur GPTV, puisque non seulement vous allez l'avoir ce matin, mais que si vous n'en avez pas eu assez, vous l'aurez aussi ce soir. J'entends par là Pascal Masse, évidemment l'ancien conseiller de la République du Tatarstan pour la France, l'Europe, l'Afrique. Bonjour Pascal, le week-end s'est bien passé? Bonjour Nicolas, eh bien c'est très studieux parce que je suis intervenu ce week-end encore pour le débriefing du sommet de Kazan. C'était l'actualité bien sûr. Donc, ne citez pas nos médias concurrents. Hein. Je ne m'en garderai bien. Moi, ils ne nous citent pas, donc je suis comme ça. Je suis très réciproque dans mon amour comme dans mon rejet. Mais manifestement, la conclusion que j'en tire, c'est que le sujet intéresse et qu'il y a une grande attente de la part de nos concitoyens parce que le concept des BRICS est assez brumeux, comme le temps aujourd'hui au-dessus de Paris. Et donc, je crois que le livre que je suis en train de préparer, qui devrait sortir au printemps de 2025, sera le bienvenu pour expliquer. Car beaucoup des commentateurs, comme des experts qu'ils sont, et je les salue, ont donné des explications très précises sur des faits comme l'économie, la finance, etc. Mais les gens ne sont pas encore en mesure de bien saisir comment fonctionnent les BRICS, quelles sont les conditions pour rentrer dans le club. Votre intervention de juive a contribué. Donc, en effet, vendredi, le podcast, je rappelle, il y avait Pascal Masse, il y avait Laurent Arthur Duplessis, et puis il y avait le général de Lavarde. Donc, un échange de qualité qui s'est déroulé vendredi à 19h. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le site de GPTV. Étonnant, Pascal Masse, vous êtes comme David Lane, qui était le samedi notre expert, et c'en est un de haut niveau, sur le droit électoral américain, sur cette jungle de la première démocratie du monde qui est digne d'une république bananière. Et lui aussi prépare un livre pour le printemps prochain, une somme de 2 tomes au moins sur ce système électoral. Vous n'avez pas l'impression que vous avez laissé passer le train là Pourquoi faire ces livres après les événements? Pourquoi faire ce livre sur Kazan alors qu'il aurait peut-être fallu le faire avant, non? Alors, ça ne sera pas un livre sur Kazan, c'est un livre sur les BRICS. Je vous rappelle que les BRICS, ça a commencé en 2009. Et moi, je suis cette évolution depuis cette date. Et là, il se trouve que ce dont nous allons parler là, donc le sommet de Kazan, là, c'est une pierre angulaire de l'évolution des BRICS qui s'est manifestée au cours de ces 3 jours. Mais l'objet de mon livre, c'est d'expliquer et de vulgariser d'une certaine manière le fonctionnement des BRICS sans rentrer dans les détails très techniques, financiers, tout ça, comme le font nettement mieux que moi des gens comme le professeur Sapir et quelques autres. Donc, général de Lavarde, bien sûr, qui lui aussi a des informations très précieuses. Est-ce que vous me permettez, Nicolas, parce que je le vois et ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non, je sais ce que vous allez dire. Non, je vous permets pas. Vous allez ajouter à ma présentation. Je vais le présenter de façon très rapide.
Et je vais bien sûr vous donner tout à fait l'attitude, Pascal, bien évidemment, de compléter les quelques mots que je vais dire sur, en effet, il attend notre second invité, mais qui est tout aussi principal invité que vous. J'ai deux invités dans cette grand angle de cette matinale ce matin, bien sûr. C'est Frédéric Moureau. Frédéric Moureau, en plus, c'est une nouvelle tête de ces matinales. Il va nous faire profiter de son expertise lui aussi. Donc déjà, je le salue, Frédéric Moureau, et je lui dis bienvenue dans cette matinale. Bonjour. Eh bien, merci à vous, merci de votre invitation. Bonjour à tous. Voilà, donc on va pas dire que c'est le régional de l'étape comme Pascal Mas, mais enfin, en tout cas, on est sur des personnalités, des analystes, des experts des BRICS de Kazan qui, pour une raison ou pour une autre, ont partie liée non seulement avec la Russie, mais aussi avec cette petite république. Mais alors, à chaque fois que je dis petite république, je me fais tirer les oreilles par Pascal Mas qui m'explique que c'est grand comme le Benelux. Donc, autant pour moi, je vais éviter de me faire à nouveau taper sur les doigts par notre ami Pascal Mas. Mais donc, Frédéric Moureau, qui est français, mais qui, pour des raisons diverses et variées, en tout cas, vit à Samara, a une épouse aussi qui est, elle, directement issue de la République du Tatarstan, connaît fort bien tous ces sujets dont nous allons parler ce matin. Mais je vous laisse, Pascal, bien sûr, ajouter ce que vous souhaitez sur la description de votre ami Frédéric Moureau. Je connais Frédéric depuis de nombreuses années et nous échangeons assez régulièrement quand nous le pouvons. Et je prétends que c'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et l'avantage, vous l'avez dit un petit peu, mais je tiens à le souligner, c'est que Frédéric ne s'est pas installé à Moscou, à Pétersbourg, comme beaucoup de Français, mais justement Samara. Et moi, j'ai personnellement beaucoup au bord de la Volga. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec des Français ou des Franco-Russes, puisque Frédéric maintenant est également citoyen russe, qui habitent et qui opèrent, qui travaillent dans des endroits à l'extérieur même de la Russie occidentale. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui n'est pas à côté de la place rouge, vous voyez, parce que c'est un petit peu le défaut des médias occidentaux. C'est de se faire prendre en photo devant le mausolée de Lénine ou la basilique Saint-Basile et puis dire voilà, la Russie, c'est ça. Bon. Non, la Russie, c'est bien des milliers de choses différentes. Kazan, on a commencé à en parler depuis la semaine dernière. C'est déjà un cas particulier. Samara et la ville jumelle de Togliatti, c'est encore autre chose, mais ça, je vais laisser Frédéric en parler. Mais juste avant de donner la parole, en effet, à M. Frédéric Moureau, Pascal Mas, vous parlez des médias sur la place rouge, mais je crois, et c'est vous qui nous l'aviez dit vendredi, de toute façon, les médias occidentaux ne se sont pas bousculés à Kazan. Hein. Ah non, certainement. Tant pis, hein. Tant pis. Le monde tourne. Le monde tourne, mais il finira par tourner sans nous, évidemment, à force de se regarder le nombril. Frédéric Moureau, peut-être quelques premiers mots sur, eh bien non pas la réception par l'Occident de Kazan, mais la réception en Russie. Je posais la même question à notre spécialiste de la Chine sur comment s'était perçu en Chine l'événement de Kazan. Mais alors, en Russie, quel est le retentissement du sommet des BRICS qui vient de se dérouler la semaine dernière? Alors, déjà en préambule, je vous dirais que il faut comprendre, et ce que l'Occident et ce que nos concitoyens ne comprennent pas, mais pour cause, on ne les informe pas, ou en tout cas les médias mainstream ne les informent pas. Il faut comprendre déjà, c'est que il est impossible de comprendre la Russie sans changer de logiciel. Voilà. Il faut venir en Russie, ce n'est pas que apprendre le russe, ce n'est pas que manger du borsch, c'est aussi... Et boire de la vodka. Et boire de la vodka, un grand classique. Mais c'est aussi effectivement plonger dans cette civilisation, dans cette grande civilisation, dans ces grands peuples, parce que l'unicité de la Russie n'existe pas. Et donc, déjà, c'est la première chose. Et pourquoi je fais ce préambule? Parce qu'il me semble indispensable de comprendre que
depuis même les événements de 2014 et encore plus depuis l'invasion, enfin ce qui est dit être l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a une information en Occident qui est principalement axée sur ça et ça tourne en boucle. En Russie, quand vous écoutez les informations, vous avez toujours des informations qui sont mondiales. Et il y a relativement peu souvent d'informations qui fait le buzz et qui contient, si vous voulez, la totalité de l'émission. On fait un tour et un panaché d'informations qui permet aux citoyens russes de se faire une idée, en tout cas d'être informés sur tout ce qu'il se passe dans le monde, et pas uniquement à Kazan ou uniquement en Ukraine ou uniquement en Angleterre. Donc ça, c'est quand même très important. Et Kazan, à ce titre-là, le sommet de Kazan, bien sûr, a une importance et une part a été diffusé et a été commenté de nombreuses fois, mais pas outrancièrement. Pas outrancièrement, c'est-à-dire que là aussi on y retrouve l'humilité de la Russie, c'est-à-dire que même si effectivement de toute évidence le monde change et bascule, la Russie n'en fait pas en tout cas au niveau des médias et au niveau du citoyen, on n'en fait pas ici une affaire de fierté pour dire et pour laisser penser que ça y est, la Russie est en train de faire changer le monde et d'écraser les autres pays. Et ça, c'est tout. La période soviétique a changé. C'est ça, c'est en cela qu'il faut changer de logiciel. Ah oui, oui, très clairement, très clairement. Alors bien sûr, la fierté russe, la fierté slave existe, et ça, elle est indéniable. Et même c'est une des caractéristiques de la Russie et des Russes. Mais encore une fois, quand vous écoutez tout ce qui s'est passé à Kazan, et je pense que Pascal Mas ne me contredira pas, vous ne trouvez jamais dans les discours qui ont été diffusés d'agressivité. D'accord. Jamais d'agressivité. C'est-à-dire que quand on vous dit que le monde bascule, on est en train on pourrait très bien dire, eh ben voilà, ça y est, la Russie va l'emporter, nous sommes fiers. Oui, bien sûr qu'ils sont fiers, parce que il y a lieu d'être fier du travail accompli à Kazan, parce que c'est un travail absolument colossal. Mais très, très clairement, on est en train de vous dire que tout ce basculement, tout ce qui est fait à Kazan, tout ce qui est fait dans les BRICS, n'est pas là pour mater l'Occident, pour décimer les États-Unis, non, c'est fait pour la survie, c'est fait pour créer un véritable multilatéralisme et un véritable renforcement et un développement dans une sécurité mondiale accrue. Voilà ce qui est présenté comme c'est présenté en Russie. Mais alors, quand même, Frédéric Moreau, le fait d'avoir été présenté comme pratiquement un pays voyou, un État renégat, avec à sa tête un président qui a un mandat d'arrêt international aux fesses, qui ne peut pas sortir de son pays parce qu'on lui mettrait tout de suite les menottes pour l'envoyer devant un tribunal international. Voir que finalement les 3/4 du monde, les représentants de 5,2 milliards d'habitants, que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Gutiérrez, vient saluer et échanger avec donc ce presque repris de justice, ce voyou, ce dictateur. Vous avez vu les insultes de Biden à son égard. Bon, on pardonnera beaucoup parce qu'il paraît que au fin fond des maladies dégénératives du cerveau, malheureusement, la malheureuse victime se met à injurier, à être extrêmement insultante, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Mais quand même, c'est-à-dire que pour les Russes, quand même, moi je serais russe, je me dirais, bon, bah, finalement, je ne suis pas représentant de ce terrible État voyou que l'on présente en Occident. Plus l'Occident est agressif, et plus le russe se renforce. Oui. Il faut le comprendre, ça.
La résilience russe est quelque chose d'une particularité, je pense que même c'est la principale particularité du peuple russe. Plus vous allez venir les insulter, plus vous allez venir essayer de leur donner des leçons, et plus ils vont se renforcer. Et on l'a vu à la suite des sanctions. Le bond technologique absolument monstrueux qu'a fait la Russie depuis les sanctions prouve qu'en réalité, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur de la performance russe. Donc, l'Occident fait et les chefs d'État de l'Occident font, parce que je ne mélange pas le peuple et les élites, hein, mais les élites occidentales font une erreur monstrueuse, mais monstrueuse. Ils se trompent totalement sur ça. Alors, quant à la CPI, d'abord, pas reconnue par la Russie, je vous le rappelle, et puis ça n'empêche pas Vladimir Poutine de voyager. J'en veux pour preuve qu'il a été récemment en Mongolie, la Mongolie reconnaissant la CPI, et pour autant, la Mongolie n'a pas emprisonné le tsar. Donc, c'est désastreux. C'est désastreux pour la Cour pénale internationale, parce que quand même, inculper quelqu'un, crime de guerre, crime contre l'humanité, enfin quand même, excusez du peu. Oui. On va revenir vers vous, Frédéric Moureau. Je veux l'avis maintenant et l'analyse de ce qui vient d'être dit par Pascal Mas. Alors, merci. Lorsqu'il était question d'État voyou et corrompu, j'ai cru comprendre, j'ai peut-être été distrait, que vous parliez de l'Ukraine. Et donc, bon, je fais parfaitement confiance à mon ami Frédéric pour expliquer en détail de quoi il s'agit. Alors, bien entendu, je ne fais que d'approuver ce qu'il dit, et j'en veux pour preuve, par exemple, là, ça ne date pas ces dernières années, ça fait maintenant quelques années, que la Russie, par exemple, qui était à l'époque soviétique importateur de blé et de matières premières agricoles, maintenant est le premier exportateur. Et c'est un peu cette dynamique qu'a exposé Frédéric qui fait que les sanctions ou les tentatives de privation ont fait développer des secteurs comme celui que je viens de citer, l'agriculture, mais également les constructions mécaniques, et également l'industrie aéronautique qui était un petit peu laissée à l'abandon et a repris de l'énergie. Alors maintenant, il y a d'autres partenaires, puisqu'il y a les Indiens et les Chinois qui, eux aussi, sont des pays très avancés en matière de technologie aéronautique et spatiale, qui vont s'allier ou qui vont faire des partenariats avec la Russie. Et bien entendu, tout ça au détriment de l'Occident. Alors, les sanctions, d'abord, je trouve ce terme complètement ridicule, comme si on pouvait sanctionner un pays comme un gamin qui a piqué dans le pot de confiture. Mais pour qui prend-on le peuple et pour qui prend-on les gens? C'est quand même assez hallucinant. Donc, toutes ces sanctions, enfin, ces soi-disant sanctions et les déclarations extraordinaires de notre génial ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'ont fait que de renforcer la détermination et des gens, j'en connais dans mon entourage, des gens qui n'étaient pas fondamentalement pro-Poutine, on dit mais le patron est là, le tsar est là, donc on va donner une leçon aux Occidentaux, mais sans vouloir, comme le dit Frédéric, c'est très significatif, sans vouloir les humilier, sans leur montrer enfin, ceux qui ont été humiliés, c'était les Allemands en 1945, hein, avec le défilé sur la place rouge, un peu à la manière des empereurs romains qui attachaient leurs prisonniers derrière leur char pour parachever leur triomphe, mais depuis ça ne s'est pas refait ce genre de choses, hein. Et donc Poutine, dont certains disent qu'il a des velléités de restaurer l'URSS, etc., c'est même plus à l'ordre du jour ce genre de manifestation, hein. Quand les terroristes qui se sont manifestés au cours de ces dernières années ont été capturés, ils ont été présentés à la télévision, mais ils n'ont pas été enchaînés dans une cage d'enfer, enfin ce genre de truc qui se faisait autrefois, hein. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, c'est un peu ça quand même, hein. Voilà, donc pour revenir à l'objet d'aujourd'hui, c'est que Pascal,
Justement, j'aimerais pouvoir rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les sanctions. Il semblerait que ça, c'était un des thèmes qui a été évoqué à Kazan, et pas seulement par la Russie, parce que bon, et pas seulement par l'Iran. C'est-à-dire que ça va être le thème principal de cette émission. J'aimerais qu'elle soit autour de ces demandes qui vont être très explosives de nouvelle gouvernance mondiale. C'est-à-dire que la façon dont on gère le monde, dont l'Occident gère le monde, c'est plus acceptable. On pourra en reparler aujourd'hui, si vous le voulez, à la fois de la réception de Kazan par l'Occident, de la réception de Kazan par les membres de Kazan, des aspects économiques, financiers, industriels, agricoles. On peut en parler de tout ça, mais j'aimerais aussi qu'on mette une focale ce matin, Pascal, sur cet aspect de volonté de ruer dans les brancards par rapport aux règles de gouvernance qu'a imposé l'Occident au monde depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça, je crois que l'ensemble du Sud global n'en veut plus. Alors c'est exactement ça, et bon, il y a des pays qui sont directement impactés avec des sanctions qui leur sont adressées directement. Je pense à l'Iran, bien sûr, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, l'Irak, la Syrie. Bon, ça, il y a une volonté directe de la part. Alors, quand vous dites Occident, moi je dirais plutôt les États-Unis, parce que ce sont eux qui sont à l'origine du camp. L'Occident otanien. Voilà, c'est ça. Mais comment leur agent en Europe, Mme von der Leyen, ne fait que de relayer les décisions et les prises de position qui sont prises à Washington. Bon. Donc, alors il y a les pays qui sont directement visés par les sanctions que je viens de citer, et puis il y en a d'autres qui subissent aussi le contre-coup à travers leurs importations qu'elles sont obligées de faire en dollars, ou qui ne peuvent pas travailler avec les pays sous sanctions qui sont quelquefois leurs voisins, parce qu'ils sont menacés par le système américain de paiement et de dépaysement des transactions internationales. Donc, eux aussi sont impactés parce qu'on contraint d'acheter ou de suivre un processus d'échanges internationaux qui ne leur convient pas, qui n'est pas celui qui permettrait leur développement, avec bien entendu les dettes qui sont contractées en dollars sur le marché mondial de la finance qui les étrangle. Il n'y a même pas besoin de sanctions là-dessus, c'est simplement le marché mondial. Sur l'aspect agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des aspects fondamentaux qui a été développé au cours des travaux des BRICS, parce que la séance plénière de jeudi, c'était la synthèse. Mais tous les travaux qui ont été faits en amont sont d'une ampleur considérable. Eh bien, le président Poutine a annoncé la création très rapidement d'une banque du grain, c'est-à-dire du blé, du riz, de toutes les matières premières, pour éviter les spéculations et les fluctuations. Pour justement, alors comment voulez-vous après, Nicolas, que des pays africains ou d'Extrême-Orient qui ont du mal à s'en sortir financièrement parce qu'ils sont écrasés par le remboursement des dettes et tout, ne soient pas séduits par ce genre de démarche. Donc la bourse du grain de Chicago, c'est fini. Donc, et c'est pareil pour le pétrole. Donc, il ne faut pas oublier que quand même la Russie est un grand producteur de pétrole. Dans les BRICS, il y a l'Arabie Saoudite. Et donc, il y a une volonté de la part des pays BRICS et partenaires, on parlera de ça peut-être si vous voulez bien, je pense aux 13 pays qui deviennent partenaires des BRICS, c'est d'échanger sans être soumis aux fluctuations du dollar et des cours mondiaux de certaines matières, notamment des matières stratégiques. Bon, alors je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que Frédéric a encore beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet. On va revenir sur les sujets que vous voulez aborder, en effet, Pascal Mas, mais donnons la parole tout de suite à Frédéric Moreau sur le même thème que précédemment. Oui, effectivement, on a l'habitude traditionnellement de présenter les BRICS comme une organisation à vue de contrer l'économie américaine ou l'économie mondiale. Or, les BRICS, ce n'est pas que ça, si effectivement l'économie est extrêmement importante, mais ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, dans les comptes rendus, les différents comptes rendus que l'on a eus de ces séances, on voit bien qu'il a été ouvert énormément de portes. Alors, Pascal Mas vient d'en parler. Il y a effectivement l'importance primordiale de cette bourse des céréales BRICS
qui va permettre de contribuer à former des nouveaux indicateurs, de mettre en place des prix équitables pour des produits et pour les matières premières, hein, donc pas que le grain d'une manière générale, mais plutôt les matières premières. En fait, les BRICS cherchent à développer un centre politique anti-monopole. Voilà. Il est pour eux absolument indispensable de lancer une plateforme qui puisse garantir une concurrence loyale, si vous voulez. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors, il n'y a pas eu que le grain, il n'y a pas que les matières premières. Il y a eu également les diamants, l'or, et ça aussi, on en parle peu, mais on a aussi, parce que les sanctions ont touché les diamants en Russie, et là, en l'occurrence, pour les métaux précieux, il y a également une plateforme qui vient d'être créée, ou qui est en cours de création, puisque c'était le but. Comment dire, on a voulu mettre en place également un accord et des accords, un accent particulier sur le développement des BRICS dans le domaine culturel, dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine nucléaire, enfin bref, c'est un peu tout azimut, et il ne faut pas réduire les BRICS à juste effectivement des échanges économiques. Alors évidemment, qui dit échange économique, on va parler de monnaie, et la dédollarisation qui date pas d'aujourd'hui est évidemment en route et accrue par les BRICS. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense pas l'avoir vu, en tout cas je ne l'ai pas vu présenté par les médias occidentaux, mais Vladimir... Ah bah c'est dommage, l'anecdote, j'aurais bien aimé l'entendre. Mais l'image de Frédéric Moreau vient de se figer à ce moment-là. On va lui laisser 2-3 petites secondes pour éventuellement réapparaître ou se déconnecter, reconnecter. Et si tel n'est pas le cas, on va revenir déjà vers vous, Pascal, le temps de retrouver Frédéric Moreau. Oui, allez, on reprend avec vous, Pascal. Sur moi, ce que j'entends est quand même, c'est explosif. Quand je commence à entendre dire que la bourse de Chicago, tout ça, c'est terminé, je me dis, mais quand on sait qui y a derrière, hein, il n'y a pas que des gentils petits marchés qui... il est revenu. Je vais essayer de le... nous n'avons pas l'ensemble de nos capacités techniques aujourd'hui. Donc voilà, je le laisserai apparaître. Vous m'entendez, Frédéric Moreau ? Bon. On va laisser les choses se dérouler et lui permettre de revenir. Je reste avec vous, Pascal Mas, et la technique me le renverra. Derrière Chicago, derrière l'ensemble de la spéculation, dont on sait qu'en effet, elle crée des fluctuations qui sont délétères, entre autres pour le monde en développement, il y a des puissances considérables. Et ça, tout le monde le sait. Est-ce que vous croyez honnêtement que ces gens vont se laisser déposséder comme ça, sans réagir ? Certainement pas. Tous ces grands groupes mondiaux, mais qui sont essentiellement américains, hein, tous ceux qui ont acheté des terres en Ukraine sont les Américains, mais ne vont pas se laisser dépouiller de leur monopole, ça c'est assuré. Mais ça reste quand même un marché. C'est-à-dire que si un pays souhaite acheter du blé à la Russie plutôt qu'à la France, je pense à l'Algérie par exemple, il n'y a pas de moyen de pression pour leur interdire. Si le producteur, c'est en l'occurrence le cas pour la France depuis 2 ans, n'est pas en capacité de fournir suffisamment de contenu, tant pis, on va voir ailleurs. Donc, vous voyez, les BRICS, ce n'est pas une économie dirigée. Hein, ce sont des accords de souplesse, de partenariat, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, plutôt sur la base du respect et de l'interchangeable, sans avoir une puissance supérieure financière ou économique ou de distribution, et qui mènerait à la baguette pour le reste du monde. Ça, c'est ça, quand je disais c'est fini. Chicago, la bourse du grain Chicago va continuer à exister.
Mais on l'a bien vu même chez nous, en Europe et notamment en France, combien de fois nos agriculteurs ont été dépouillés parce que les cours des produits qu'ils mettaient sur le marché étaient déterminés ailleurs. Bon, on va encore le voir prochainement notamment avec cet accord sur le Mercosur, parce que le Mercosur, c'est pas du tout la même chose que les BRICS. Et pourtant, le Brésil en fait partie. Oui, Et donc, c'est l'Amérique latine. C'est ça, c'est tout le sud de l'Amérique latine, sauf le Chili. Comment ça, justement, cas concret, comment ça va se télescoper ou au contraire s'articuler ces accords-là, tels que le Mercosur avec les BRICS? C'est d'accord avec l'Europe, ça, le Mercosur. La fin de l'agriculture française, c'est l'accord qui est en train d'être signé pour que les Allemands puissent vendre des voitures au Brésil. Donc, oui, enfin bon, c'est un accord agricole, ça c'est une interprétation, mais elle est pas, à mon avis, pas fausse. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bon, donc mais pour vendre leur grosse bagnole, évidemment, on peut bien sacrifier l'agriculture française. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, ça c'est le couple franco-allemand qui n'a toujours fonctionné que dans un sens. Nos politiciens ne veulent pas le voir. Voilà le résultat. Et les Français qui votent pour eux aussi. Hein. Il n'y a pas que dans cette dualité franco-allemande. Hein. On a entendu dernièrement pendant le mondial de l'auto que les Chinois allaient boycotter l'importation de cognac si l'Union européenne n'ouvrait pas son marché à leurs voitures électriques. Bon, donc chaque arme à faire valoir. Bon, il y en a qui savent s'en servir, et puis il y en a d'autres qui se laissent faire, qui se laissent avoir. Donc, alors l'esprit des BRICS, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, c'est du partenariat. Et si un pays fait partie d'une autre alliance pour des raisons qui sont relatives à ses intérêts nationaux, c'est pas gênant du tout. Bon, il y a un petit peu avec mais c'est pourquoi la Turquie ne fera pas partie des BRICS, c'est son partenaire. Mais lors de la plénière de jeudi soir, le jeudi après-midi, le représentant du Laos est intervenu de manière très intelligible parce qu'il représentait l'ASEAN. Bon, le Laos, c'est un tout petit pays à côté de l'Indonésie qui est candidate au partenariat avec les BRICS, ou le Vietnam même. Mais c'est pas incompatible. Les pays africains qui sont candidats qui veulent être partenaires des BRICS, ils font partie de l'OUA. Il y en a qui font même partie de l'Afrique de l'Ouest, hein, de la CEDEAO, on la cherchait. Bon, donc il n'y a pas d'incompatibilité à partir du moment où l'appartenance à un club ou à une union, je ne sais pas l'union, hein, les BRICS, c'est pas l'union, et dans l'intérêt de chaque pays. C'est-à-dire que d'abord, comme je le dis souvent, les BRICS n'ont pas été fondés à travers un pacte, un contrat ou un traité. Ce sont des discussions gré à gré entre les différents pays fondateurs qui ont décidé de constituer ce pôle de pression à l'origine qui était pour contrebalancer la non-représentation dans les institutions internationales. Alors voilà. C'était ça, c'était pour dire, voilà, nous, on n'est plus des pays du tiers-monde, on n'est plus en 1950, l'Inde, la Chine, ce ne sont plus des pays où crèvent la faim, enfin, comme les Occidentaux les considèrent toujours d'ailleurs. Des comptoirs de l'Occident. Voilà. C'est ça, où l'Occident vient se servir et puis après on leur donne quelques miettes. Enfin, bon, donc ça, c'était ça, c'était une sorte de réaction par rapport à la non-représentativité de cette partie du monde dans les institutions internationales, c'est-à-dire l'ONU, puisqu'il était question justement d'ouvrir le Conseil de sécurité à d'autres membres, voilà. notamment un représentant du continent, l'Inde, alors que la Chine a toujours été opposée, mais maintenant on trouve que c'est plus avantageux, et on peut faire confiance au pragmatisme des Chinois pour infléchir leur position à ce niveau-là. Bon. Et bien à un moment donné, même un Conseil de sécurité, il faudra peut-être en finir avec cette règle qu'un seul pays peut tout bloquer. Quand on voit le nombre quel est le droit dérivé j'ai tout d'un coup un trou de mémoire sur l'ONU et les décisions qui sont prises à l'encontre
les résolutions, voilà. Les résolutions qui sont prises à l'encontre de l'État d'Israël, il y en a des dizaines et des dizaines. Aucune n'a jamais été appliquée. Pour une raison simple, c'est que c'est bloqué par les Américains en permanence. Voilà. Donc, de Et toute puis, façon, un seul pays peut bloquer l'ensemble du système international. c'est la raison pour laquelle la venue de Gutiérrez était une surprise aux BRICS, parce que, bien entendu, l'ONU est un outil de la puissance américaine et otanienne, dirais-je, et que Gutiérrez, qui n'est pas particulièrement apprécié, s'est rendu, et il n'a pas été humilié, c'est pareil, comme disait Frédéric Moreau tout à l'heure, il n'est pas venu avec une corde au cou pour se faire flageller par tous les autres. Il est venu, d'ailleurs sa présence a été saluée, son courage a été salué personnellement par le président Poutine, d'être venu de sa propre initiative, semble-t-il, pour participer à des travaux d'un autre monde, un monde en formation. Et je pense qu'il a été très bien inspiré de se rendre à Kazan. Vous avez une explication? Est-ce que vous avez une explication sur le pourquoi il est venu finalement? Alors moi, je pense que c'est parce qu'il veut garder sa place. Bon, c'est pas de la haute diplomatie romantique. C'est parce pourquoi ça? Il y a un renouvellement prochain du secrétaire général? Oui. Et ça l'intéresse plus d'avoir la voix des îles Kiribati ou de Vanuatu que de s'affronter. Bon, l'ONU maintenant est devenu, bon, déjà le général de Gaulle disait que c'était un machin, mais alors là c'est un bidule maintenant, c'est même plus un machin, c'est un bidule. Et comme vous l'avez pu le constater, l'ONU n'arrête aucune guerre, que ce soit en Palestine, que ce soit dans le Donbass ou que ce soit ailleurs au large du Yémen, l'ONU n'a absolument aucun. D'ailleurs, au cours de ces dernières années, vous aurez remarqué que les États-Unis ne s'intéressent pas du tout à aux résolutions qui sont votées par l'ONU quand il s'agit d'intervenir en Syrie sans aucun mandat ou dans d'autres endroits où leurs intérêts sont considérés comme prioritaires. Donc, alors, comme je disais, c'était pour contrebalancer la non-présence, la non-représentation de ces pays. Ce n'est pas valable que pour le point diplomatique avec l'ONU, mais c'est également les institutions de Bretton Woods, donc la Banque mondiale, le FMI. Et ça, c'est autre chose. C'est parce que c'est un nord-américain européen qui décidait de la politique monétaire ou financière mondiale. Et comme le disait Frédéric Moreau tout à l'heure, le logiciel, c'est plus le même. Donc, et en plus, il y a un logiciel russe, il y a un logiciel chinois, il y a un logiciel africain avec l'Afrique du Sud, il y a un logiciel indien. Tout ça, ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Donc, c'est aussi l'enseignement du développement des BRICS de ces dernières années, c'est ça aussi, c'est que ces pays veulent avoir plus de poids dans la gouvernance mondiale. On leur a refusé. Les Américains ont dit, vous voulez faire nous, on a la monnaie mondiale, on fait ce qu'on veut, on finance notre déficit sur vos dettes, et puis c'est tout. Donc voilà, il y a une réaction, mais qui n'a pas été une réaction brutale, qui a été une réaction réfléchie et bien organisée pour dire, bon ben voilà, certains pays, et d'ailleurs la création de la nouvelle banque de développement des BRICS, ça c'est une institution qui existe vraiment. La présidente en est l'ancienne présidente du Brésil, Madame Rousseff. Le siège est à Shanghai. C'est la seule entité des BRICS qui a un siège réel, physique. Le reste, il n'y a pas de capitale des BRICS, c'est pas comme à Bruxelles avec la capitale de l'Union européenne ou le Parlement, ce genre de trucs. Ça ne marche pas. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Parce que chacun fait ce qu'il veut et chacun se retrouve, parce que ça peut être des partenariats, je pense notamment dans le domaine militaire, entre 2 ou 3 pays BRICS, plus quelques autres, et tout ça. Le principe même, c'est la flexibilité, la fluidité. J'aimerais en effet qu'on revienne maintenant aux pays partenaires, aux nouveaux pays qui viennent s'ajouter. Je sais que vous connaissez parfaitement le sujet et j'aimerais que vous nous refassiez un topo complet sur l'évolution des BRICS au travers déjà de ces États membres. Alors, bon, les États membres, ce sont ceux la dernière mouture, c'est celle du mois de janvier de cette année, qui a intégré l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Éthiopie.
Bon, ça, ce sont les membres. C'est-à-dire que trouvent des arrangements, ce qui est quand même pas triste en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. Hein, ils sont au même niveau. Et là, le sommet de Kazan a fait apparaître un nouveau concept, c'est-à-dire c'est un statut intermédiaire entre observateurs qui sont là pour juste constater et membres qui sont intervenants. Il s'agit des partenaires. Alors, dans les partenaires, il y a quelques cas particuliers qui sont intéressants à souligner pour nous. Je pense notamment à l'Algérie, qui avait été candidate pour intégrer les BRICS en janvier 2024 et qui a été refusée. Et qui est maintenant fait partie des 13 pays partenaires des BRICS. Et l'illustration de ce concept de partenariat, c'est que l'Algérie participe à la nouvelle banque du développement BRICS. C'est-à-dire qu'elle n'est pas membre du BRICS, mais fait partie du tour de table financier et avec une contribution et avec des offres de prêt par la banque des BRICS. C'est-à-dire que d'autres pays qui ne rentrent pas parce que ça ne les intéresse pas. Moi, je pense au Kazakhstan, par exemple, qui a refusé. Alors, ça a été présenté par les Occidentaux comme un échec, parce que le Kazakhstan, dont on connaît bien sûr la proximité avec la Russie, ne voulait pas faire partie des BRICS, mais non, ils ne veulent pas faire partie des membres, ils veulent faire partie des partenaires. Ils font partie de la liste des 13. Un autre cas qui est intéressant, c'est la Turquie. Alors, la Turquie se pose un problème du fait que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, sur le volet militaire et défense, Erdogan, qui a l'habitude de jouer sur 3 ou 4 tables de poker en même temps, là, il y a eu un accueil plutôt chaleureux. Et j'ai remarqué, parce que Frédéric ne me contredira certainement pas, c'est qu'il y a beaucoup de signes et d'attitudes, de postures qui ont été vues au cours du sommet de Kazan, qui sont complètement incompréhensibles pour les Occidentaux. Et j'en veux pour preuve celui-ci, c'est que lorsque le président Erdogan a terminé son intervention lors de la plénière, le président Poutine s'est levé personnellement pour aller le saluer personnellement. Il a fait ça avec aucun autre chef d'État du gouvernement. Donc, il y avait également un signe. Donc, la Turquie est à la fois un partenaire un petit peu encombrant, mais quand même un partenaire, parce qu'il y a une influence considérable dans le Caucase. En Asie un membre de l'OTAN, ça peut être considéré comme une prise de guerre. C'est pas présenté comme ça. Non, mais bon. C'est pas présenté comme ça. Mais bon, la Turquie n'est pas infaillible et il ne faut pas oublier quand même que la Turquie occupe un tiers du nord de l'île de Chypre. Hein, ça gêne personne. Ça n'a pas empêché Chypre de rentrer dans l'Union européenne. Bon, vous voyez, donc il y a tout un tas de choses qui sont inattendues. Bon, dans les partenaires, les nouveaux partenaires, il y a quand même 2 autres pays pour lesquels moi j'ai un intérêt particulier, qui sont l'Indonésie et le Vietnam, qui sont 2 grands États financièrement et démographiquement de l'Asie du Sud-Est. Et le Vietnam, bien sûr, avait déjà des relations privilégiées avec l'URSS de l'époque, et la Russie, mais des relations extrêmement conflictuelles avec la Chine. Alors, il y a des conflits de revendications d'îles dans la mer de Chine et tout ça entre le Vietnam et la Chine. Bon, le fait de participer au BRICS, ça permet d'aborder des sujets, même des sujets qui sont sensibles, pour les régler. Ça a été le cas d'ailleurs au cours du sommet de Kazan entre la Chine et l'Inde, sur un conflit territorial qui date d'il y a au moins 25 ans. Et donc, il y a des avancées comme ça qui peuvent se faire quand il y a de la bonne volonté, et surtout quand il n'y a pas, comme je risque de me répéter, une volonté supérieure de dicter ce qu'il faut faire. Bon, donc, Indonésie, premier pays musulman au monde, ça c'est évidemment pour un représentant du Tatarstan, et ça évoque quelque chose. Premier pays musulman, grande technologie en matière de spatial, construction de satellites et ce genre de choses. Donc, grand pays aussi au niveau démographique, hein, c'est que 286 millions d'habitants, c'est beaucoup. Et en plus, c'est la porte vers l'Océanie. L'Océanie, jusqu'à présent, n'est absolument absente des BRICS.
aucun pays, ni même dans les partenaires, n'a manifesté son intérêt pour les BRICS. Bon, c'est assez curieux, parce que, comme on peut s'en douter, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bien entendu, sont complètement sous l'emprise américaine et bien entendu ne souhaiteront jamais faire même un accord. En plus, ces deux pays se sentent très menacés par la Chine. Mais les autres petits États, les micro-États, Nauru, Tonga et compagnie, je ne sais pas pourquoi, parce que, enfin bon, il y a certainement une explication, il y a certainement des pressions considérables aussi, mais l'Océanie, pour l'instant, est absente des BRICS. Alors, oui. Non, finissez, j'ai une question à vous poser ensuite, finissez. Alors que l'une des raisons l'une des raisons de moquerie vis-à-vis des BRICS que j'ai pu entendre depuis pratiquement le début, c'était que c'était complètement inconciliable. L'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil sont quasiment sur 3 continents différents, et l'Afrique du Sud encore plus. Donc, c'était à l'échec, enfin, l'arrogance occidentale toujours de dire oh, bon, ça c'est encore un truc, j'avais même entendu, je pense que ça sera le titre d'un chapitre de mon livre, c'est le bric-à-brac. C'est comme ça que j'avais entendu ça il y a maintenant 7-8 ans. Donc voilà, toujours le mépris, toujours ce sentiment de supériorité qui est absolument insupportable pour le reste du monde, on l'a déjà dit depuis le début de cet entretien, et qui se confirme, mais sans volonté de se venger. Hein, c'est-à-dire que, alors par contre, Frédéric qui regarde la télévision russe plus souvent que moi, pourra certainement attester que le président Poutine, dans le domaine culturel, dit, vous voyez comme ils sont décadents, vous voyez comme ils sont nuls, etc. etc. Bon, sans trop insister, mais ce message aussi est très bien reçu. Alors, on a parlé de Pascal Mas, si vous me permettez juste de dire un mot. Donc, en ce qui concerne Frédéric Moreau, on a la malchance, décidément, de ne pas pouvoir le joindre. Il en est une des raisons, mais c'est pas la seule. Après tout, on arrive très bien à avoir Xavier Moreau. Mais il a une des raisons et que, de toute façon, on le sait, les ponts les voies de communication sont de plus en plus difficiles à établir. J'en veux pour preuve le journaliste Artamonov, que nous n'arrivons pas à avoir par le biais d'un certain nombre de logiciels que nous utilisons évidemment pour produire ces matinales, ce qui montre que tout est fait, certainement pour la liberté d'expression, à nouveau, avoir coupé RT et continuer à vraiment vouloir par tous les moyens couper la vieille Europe, plus que les États-Unis qui continuent finalement à commercer quand c'est nécessaire et quand ça les arrange, nous couper totalement de ce qui est pourtant notre terre nourricière, qui fait la terre nourricière, la Adama, j'aime à dire, pour l'Europe, c'est la Russie évidemment, et nous ne pouvons que mourir sans cette Russie, sans cette Ukraine, sans cette Biélorussie, sans ces Slaves. C'est un élément essentiel, c'est un des éléments composants l'Europe dans ce qu'elle est, dans sa magnificence, et sans couper, et les Américains le savent très bien, c'est nous tuer. Donc évidemment, tout est fait systématiquement pour empêcher les liens. Prenons-en conscience parce que le monde orwellien nous pend au nez. On peut très bien l'Occident peut perdre une partie de la guerre face au Sud global, mais elle peut enfermer encore des populations captives comme les nôtres. Je pense que c'est vraiment, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment une de mes principales inquiétudes aujourd'hui, et je ne suis pas très optimiste sur ce point, contrairement à d'autres. Je considère que tout va exploser. On va voir, c'est pas fait. Encore une fois, ils ne se laisseront pas déposséder au moins de leur population captive, ceux qui dirigent. Et vous êtes gentil de parler des organisations internationales concernant Chicago et un certain nombre de marchés. On connaît aussi l'influence des mafias et des mafias internationales et leurs coups tordus et leur capacité à faire des coups tordus lorsque on va vouloir leur retirer justement un des moyens de blanchiment et de spéculation enrichissant. Avec une alternative. Je pense que là, il y a des conflits derrière qui sont extrêmement lourds et violents et qui auront des issues terribles et dont les peuples, comme toujours, paieront les pots cassés. Pascal Mas, j'aimerais
qu'on revienne sur un point qui, moi, m'intéresse. C'est la coexistence, justement, avec l'islam au sein des BRICS. Ce qui nous paraît, nous qui faisons une sorte... Alors, est-ce que c'est parce que le monde tel qu'il est présenté par les anglo-américains nécessite, dans leur intérêt, que nous ayons une forte polarisation, une forte violence avec le monde musulman, islamique, ou bien est-ce aussi des résidus de l'histoire aussi qu'il faut quand même prendre en considération et qui expliquent que si ça se passe pas mal au sein du Sud global, la coexistence entre l'hindouisme, l'orthodoxie, l'islam ou la Chine, eh bien ça c'est difficilement reproductible en Europe. Alors oui, oui. Il ne faut pas oublier que, bon, puisqu'on prend le cas de la Russie et de Kazan, qui est vraiment l'emblème de l'islam russe, c'est que l'islam de Russie, j'ai fait plusieurs conférences là-dessus, c'est pas une religion importée, c'est une religion nationale qui était sur le sol russe avant que la grande principauté de Moscou ne prenne le pouvoir jusqu'au XVIe siècle. Le Khanat, c'est-à-dire la principauté de Kazan et d'Astrakhan et de Crimée, était gouvernée par des princes musulmans. Et la population était musulmane. Et ils sont restés. C'est-à-dire qu'il y a eu, bien sûr, du fait des conflits pour la prise de contrôle de ces régions-là, notamment pour la Volga, donc de Kazan en 1552, il y a eu, bien sûr, c'était une guerre, hein, et puis c'était quand même le XVIe siècle, hein, donc on ne faisait pas dans la dentelle non plus. Mais il n'y a pas eu d'éradication avec des conversions obligatoires. Et la gouvernance impériale russe a intégré beaucoup de concepts, notamment des mots comme l'oukaz, le décret, c'est un mot tatar. Ah oui, amusant. Donc, au Khana, la sécurité. Donc, avoir intégré des concepts et les tsars, y compris Pierre le Grand, ont laissé les princes, à partir du moment où ils étaient fidèles, ils ont laissé les princes musulmans continuer à gouverner leurs terres, etc. Bon, il y a eu des conversions parce que pour pouvoir entrer dans l'administration, il valait mieux être orthodoxe, c'est-à-dire la religion du tsar, mais ça a perduré. Il n'y a pas eu, contrairement aux juifs par exemple, des pogroms. Il n'y a pas eu ça contre les musulmans. Et au fur et à mesure que la Russie s'agrandissait, notamment au sud, la prise du Khanat de Crimée, ça date de Catherine la Grande, c'est 2 siècles après Kazan, ça n'a pas été facile. Puis la conquête du Caucase, puis de l'Asie centrale, etc., n'a pas occasionné des conflits énormes. Et donc, dans le concept des BRICS, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Et là, alors j'en ai parlé avec des Tatars de Paris, ils disent c'est quand même pas mal que le Chinois vienne à Kazan parce que le peuple tatar est issu des Ouïghours. Et comme vous le savez, les Chinois avec les Ouïghours, ça ne se passe pas dans la gentillesse. Hein. Et ben, ce sujet n'a pas été abordé parce que ça fait partie des sujets qui gênent, quoi. Donc, l'aspect politique et culturel a été aussi très présent au cours de ce sommet de Kazan, notamment sur le concept de la famille, sur le concept de la transmission, sur le concept de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la tolérance religieuse. Donc, en Inde, le Premier ministre Modi ne fait pas beaucoup de cas de sa minorité musulmane, ils sont 200 millions, les Indiens musulmans. Il y a des conflits avec les hindous. Dans d'autres pays aussi, il y a des conflits sur les différentes religions, mais ce n'est pas l'objet d'une croisade ou d'un... C'est pas considéré comme quelque chose de vital. C'est des choses qui doivent être réglées localement par les pays en question. Il n'y a pas d'intervention à faire dans ce domaine. Les histoires d'avortement, de LGBT, tout ça, c'est complètement étranger à cet ensemble de pays qui se sont réunis à Kazan. C'est au contraire, c'est montré comme une sorte de décadence de l'Occident. Il ne faut pas oublier que lors de l'inauguration des Jeux Olympiques à Paris,
il y a des canaux de télévision qui ont coupé la retransmission lors de séquences qui étaient considérées comme outrageantes. Donc, voilà. On peut même dire que ceux qui ont le plus protesté sont plutôt des musulmans que des chrétiens, ce qui est quand même considérable. Inimaginable. Erdogan a appelé, paraît-il, personnellement le pape François pour qu'enfin il réagisse. Il n'avait pas l'air d'être très décidé à le faire. Oui, mais ça, bon... Mais c'est le monde, c'est l'ensemble des BRICS qui considèrent, par exemple, la propagande LGBT, disons les choses telles qu'elles sont. On le voit bien. Ce sont les nouvelles croisades. Mais alors bonjour, c'est des anti-croisades. Ce qui se passe dans l'Occident avec le LGBT, c'est même le cœur du cœur, plus encore que le woke. Parce que le woke, il est dirigé contre l'Occident lui-même. Donc en fait, on peut pas vraiment, le woke peut s'appuyer sur le Sud global, parce que c'est vraiment une arme de destruction massive de ce qu'est la civilisation chrétienne de la vieille Europe, bien plus que l'Occident, le woke. Tandis que le LGBT, alors ça, pour le coup, on le voit, le moindre, les médias ne traitent que de cela. Ah, tel pays, ah oui, mais alors attention, ils violent les droits des minorités LGBT. C'est un mantra. C'est semble-t-il, leur dernière obsession, et la seule qui leur reste. Oui, et alors en plus, la France se singularise, notamment dans son corps diplomatique, parce que le président Macron a trouvé comme bonne idée d'envoyer des ambassadeurs chargés de veiller à la sécurité des personnes LGBT dans certains pays. Alors vous imaginez ce que ça peut donner au Nigeria, en Arabie Saoudite ou en Iran. Bon, donc, ça, j'imagine, oui. C'est aussi un aspect, alors là, qui n'est pas quantifiable en argent, de la rupture qu'il y a entre l'Occident ancien, Europe, vieille Europe, États-Unis, Canada, bien sûr, et puis le reste du monde. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, c'est le reste du monde, c'est pas 4-5 pays, plus des copains. C'est que les médias français et occidentaux, mais français en particulier, quand ils ont commencé à parler de Kazan, c'était le dernier jour, c'était le jour de la plénière et de la conclusion, en présentant ça comme une espèce de kermesse pique-nique de Poutine et ses copains. Alors, bien sûr, en soulignant qu'il est entouré de pratiquement tous les dictateurs de la planète. Enfin, je ne vais pas vous refaire le film, vous l'avez vu. Moi, je n'ai pas tenu longtemps, parce que ça me dégoûte. Mais donc, c'est pas comme ça que les gens conçoivent les choses. La famille, le concept de la famille, le concept de la transmission, du respect des anciens, c'est pas des choses secondaires en Afrique, par exemple. Mais alors, monogamie, polygamie, tiens, je vais reparler des choses qui fâchent. Ça pose pas de problème, ça. Chaque pays fait ce qu'il veut. Mais pas le LGBT. Monsieur Poutine veut bien la polygamie, mais il veut pas le LGBT. Alors le LGBT, j'ai envie d'être piquant tout d'un coup. Ça y est, alors, le LGBT me reprend. Non, mais vous inquiétez pas, Nicolas. J'ai besoin, je veux que l'énergie monte là, Pascal. Alors, il y a quelques années, ça fait maintenant assez longtemps, a été voté par le Parlement un amendement qui a défrayé la chronique, surtout en France, parce qu'on a dit, ah là là, ça y est, c'est la chasse aux homos, etc. L'amendement voulait dire ceci, ça tient en 3 lignes. Hein. Il est interdit de faire la promotion des sexualités marginales, en particulier à proximité des lieux fréquentés par des enfants. On ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'interdire aux gens de ce qui se passe en France. Et on ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais il n'est pas question de faire la promotion de certains modes de vie, et en particulier à proximité de lieux fréquentés par des enfants. Alors maintenant, à la mairie de Paris, avec Hidalgo, c'est l'inverse. Ce sont les affiches de transmania qu'on arrache, tellement il faut faire la promotion du LGBT trans. Voilà. Bon, donc ça passe pas. Et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le même système de fonctionnement que la Russie ou la Chine, et qui sont d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas. Alors, comme disent quelquefois certains intervenants, c'est pas naturel, donc ça n'a pas de raison d'être considéré comme un mode de vie modèle.
Par Donc, contre, la structure familiale, monogamie, bigamie, polygamie, ça, il y a une indifférence sur ce ça, sujet. ça relève de l'autorité de chaque pays. Comme D'accord. je vous l'ai dit, je le répète encore, le concept des pays BRICS, c'est que chacun fait ce qu'il veut chez soi. Hein. Il n'y a pas d'État qui va dire vous allez interdire l'avortement ou au contraire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de résolution condamnant la polygamie ou l'avortement. Non, c'est chaque pays, chaque peuple fait justement. Vous mettez la polygamie et l'avortement sur le même niveau, Non, Pascal? c'est parce que c'est des sujets qui sont abordés beaucoup en Occident et tout. Mais par exemple, l'excision n'est pas promue, encouragée, bien sûr que non. Hein. Donc, faut revenir à un petit peu de lucidité et puis un peu de bon sens. Il y a des pratiques comme l'esclavage et tout ça sont pas tolérées. Hein. Bon, malheureusement, au XXIe siècle, on a d'autres formes d'esclavage qui ne portent pas ce nom, mais qui sont tout aussi redoutables. Mais je veux dire, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de contrat qui imposerait à tous les pays membres et partenaires une forme de gouvernance sociale, démographique ou autre. C'est un peu le fourre-tout, on met dans les briques ce qu'on veut, de fait. Et là, pour le cas de la Russie, donc Kazan, donc capitale musulmane de la Russie, l'objectif le symbole, c'est pas un objectif, c'est un symbole qui a été cette réunion justement à Kazan avec les nouveaux partenaires saoudiens, égyptiens, émiratis et iraniens. C'était pas le fait du hasard. Et ça, voyez-vous, le président Poutine aurait très bien pu faire ce sommet à Moscou, à Sochi, à Saint-Pétersbourg, comme ça se fait d'habitude. Oui. Les grandes réunions économiques, c'est à Saint-Pétersbourg. Il y a d'autres rencontres qui se font à Sochi. Bon, là, c'était Kazan. Bon, Kazan, en plus, c'est pas une petite ville, c'est une ville qui accueille chaque année des événements d'envergure mondiale, de tous ordres. Ça peut être culturel, ça peut être économique, ça peut être sportif, ça peut être médiatique. Donc, la ville est habituée à recevoir des sommets de ce niveau. Hein, je ne sais pas en France où on pourrait faire un sommet de ce genre avec une organisation aussi réussie. D'ailleurs, tous les chefs d'État et de gouvernement, lors de leur intervention en plénière, ont remercié pour l'invitation, tous sans exception, hein, ont remercié le président Poutine pour l'invitation et l'organisation parfaite du sommet. On avait vu d'ailleurs la capacité des Tatars de recevoir les premiers matchs de la Coupe du Monde de football en 2018 et les Français qui étaient venus comme d'habitude avec plein de certitudes et de concepts complètement éculés, s'était dit mais c'est pas possible, c'est pas la Russie, on ne sait pas ce qu'on attendait. C'est un signe, Pascal Mas, quand même, Kazan. Arrêtez de noyer le poisson, là. C'est quand même un signe envoyé au Sud par Poutine. S'il le fait là et pas à s'il le fait pas sur la fenêtre qui est Saint-Pétersbourg vers l'Europe, c'est un signe qu'il envoie et qui d'ailleurs est troublant pour l'Occident qui ne voit que une guerre de. Je dirais que Kazan, c'est l'anti-Huntington, c'est l'anti-choc des civilisations, ce qui est pas rien. Il faut que les gens le comprennent. C'est très dommage vraiment que Frédéric n'ait pas pu rester avec nous parce que il a employé le terme qui, à mon avis, convient plus que tout. Et on aura toujours des affrontements, même entre patriotes, tant qu'on n'aura pas changé de logiciel, tant qu'on n'aura pas compris. Ça, c'est le choc des civilisations va disparaître avec l'Occident. Et ça, Kazan est en train de le montrer, je pense, en tout cas. Oui, ça, avec Frédéric, on revient souvent sur ce concept-là du logiciel qui est complètement périmé. Oui. Et qui fait que des personnes qui ont accès ou qui sont influenceurs, qui sont des journalistes, des politiciens, des universitaires, des artistes, sont restés avec l'ancien logiciel qui ne tourne plus. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça. Donc, ils se rattachent à des concepts et à des balises qui datent d'un autre temps et évidemment, ça ne marche pas.
Parce que si vous voulez faire tourner une voiture électrique avec de l'essence, bah, à moins qu'elle soit hybride, bah, vous n'allez pas aller très loin. Bon. C'est ça. Et les pays du BRICS et autres, eux l'ont bien compris, parce qu'ils ont vu que dans cette formule de club de pays, on ne leur imposait pas un logiciel, chacun amène son mode de vie, son mode de réflexion, son temps de réflexion, parce que ici on compte en années ou en échéance électorale. Bon, en Russie, on compte en générations. En Inde, on compte en siècles, et en Chine, on compte en millénaires. Donc, ce n'est pas du tout le même type de calcul. Donc, c'est comme si on disait le système décimal et le duodécimal et puis d'autres choses. Donc, il y a à un moment ou à un autre, il y a un conflit, parce que les gens ne se comprennent plus. Parce que non, mais ça, la base 10 et la base 12, c'est parfait comme explication, en effet. Là, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas sur la même base de calcul, impossible de comprendre, de s'entendre sur quoi que ce soit. Exactement. Ça explique en effet beaucoup de choses. Oui. Vous trouvez des patriotes qui sont pour l'Ukraine. Oui. Vous trouvez des patriotes qui encensent Netanyahou. Il y a des patriotes... mais je pense qu'en effet, les malheureux, ils ont gardé un vieux logiciel qui ne tient pas compte des évolutions du monde. Non. Mais c'est le propre de l'homme, hein, malheureusement. Hein. Voilà. C'est difficile de changer de logiciel, parce qu'il faut mourir à certaines certitudes. Hein. Et quand l'URSS a engagé son programme de technologie spatiale, ils ne se sont pas fondés sur la géométrie euclidienne. C'était la géométrie de Riemann. Et ça n'a pas empêché l'URSS de lancer Sputnik et Gagarine. Vous voyez. Donc, de même, dans le domaine des hautes technologies, Kazan est également la capitale de Tatarstan, parce que ce n'est pas la ville de Kazan elle-même, c'est la ville d'Innopolis qui est un petit peu à l'extérieur, qui est la capitale de toutes les hautes technologies de l'IT, l'intelligence artificielle aussi. Et quand Innopolis a été inaugurée, donc c'est une ville qui a été créée spécifiquement pour cela. Alors, en Russie, il y a de la place, hein, donc on peut construire ad hoc une ville. C'est le Wall Street Journal qui a dit que c'était la Silicon Valley de la Volga. Et bien entendu, les Skolkovo à Moscou, Innopolis au Tatarstan fonctionnent en partenariat avec Bangalore en Inde. Donc, vous voyez, même dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire tout ce qui est de plus innovant, les pays BRICS, la Chine donc avec Shanghai, Bangalore pour l'Inde, Innopolis, le Tatarstan pour la Russie, fonctionnent en circuit et dans quelque chose qui est fondamental. Hein. Le logiciel Yandex, qui était à l'origine un moteur de recherche, maintenant est plus puissant que Google. Hein. Et d'ailleurs, au cours du sommet des BRICS, certaines délégations se sont rendues sur le Kazan Expo avec des véhicules sans chauffeur, qui sont pilotés par satellite par Yandex. Donc, vous voyez, ce n'est pas la revanche parce qu'on a parlé bien sûr de la puissance économique de la Russie à travers les matières premières et agricoles, mais c'est aussi la technologie. Et dans le cadre des sanctions, les Occidentaux ont dit tiens, on va plus leur fournir de composants pour les avions. C'est pas grave, on va se servir en Malaisie, en Chine, en Inde. Et je crois même que Taïwan, à travers une collaboration avec le Vietnam, balance ses puces technologiques à tous les pays BRICS. Parce que c'est plus possible de tout interdire. Bon, là, malheureusement, on voit aujourd'hui que Frédéric Moreau rencontre des difficultés parce que le canal de transmission est américain et que, bien entendu, il y a une coupure. Bon, comme moi, il m'arrive d'intervenir sur RT en français, sur Châteaudun en français, mais à travers un pays tiers. Vous voyez, on est obligé de recourir à ce genre d'artifice. C'est complètement ridicule parce que ça n'empêche rien. L'information continue à passer. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, qu'à une époque où il suffisait d'un rideau de fer, d'un mur. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec un... évidemment. Il n'y avait même pas le téléphone. J'ai connu l'URSS, il n'y avait pas le téléphone automatique à l'international. Il fallait aller dans une boutique
politique, et puis il fallait qu'on paye d'avance d'ailleurs, et c'était tant de minutes, et puis en disant, bah, tiens, venez à 3h du matin, vous avez 10 minutes. Voilà, moi j'ai connu ça en 82. Bon, maintenant, vous voyez, on se parle comme ça, il y en a un qui est en Russie, l'autre qui est en Paris, le troisième, je ne sais où, et à part la difficulté que nous avons rencontrée ce matin, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Ensuite, avec l'intelligence artificielle, tous les contenus sont immédiatement traduits. Bon, il y a quelquefois des petites coquilles, mais ils sont traduits dans les langues les plus improbables. Donc, un texte en russe, vous le trouvez en turkmène en quelques secondes. Donc, évidemment, ça ne fait pas le bonheur des interprètes, des traducteurs. Mais on est maintenant dans un... Alors, on disait autrefois qu'on était dans le monde de la supra-communication, mais là, je dis qu'on est dans le monde de l'échange permanent. Et que un concept qui a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ridiculisé par l'Occident ou autre, bah, il y a la contre-mesure maintenant. Avant, il n'y avait pas d'alternative. Et GPTV, justement, est une alternative aux médias mainstream qui sont de moins en moins regardés, notamment par les générations les plus jeunes. Donc, le mouvement est lancé et il ne pourra pas s'arrêter. Donc, même s'il y a des réactions, même s'il y a des freins, même s'il y a des tentatives de sabotage, hein, on a vu ça avec les gazoducs, les oléoducs, pardon, les gazoducs, non, c'est les gazoducs, le Nord Stream 1 et 2. Bon, la première chose que les Américains ont fait, c'est de faire sauter ces deux tubes et de faire censurer les RT et Sputnik. Bon, ça montre bien qu'ils sont conscients du danger de la circulation de l'information. Bon. Pascal Mas, j'aimerais terminer cet entretien par deux questions concrètes, dont l'une est d'ailleurs issue du chat. La première, elle est issue de mon esprit, tortueuse, vous allez trouver certainement. Bon, cette vitrine, en effet, d'un islam qui vit parfaitement en bonne harmonie et bonne intelligence. Est-ce qu'elle trouve des limites? Par exemple, il y a des rumeurs actuellement de soucis que le maître du Kremlin pourrait avoir avec le Tchétchène Kadyrov, comme quoi, un petit peu, j'espère pas comme Prigojine, le dit Kadyrov trouve à prendre un peu trop de poids et qu'il menacerait son homologue du Daghestan. Hein, ça, ce sont des éléments dont on entend parler. Est-ce que ça, d'ailleurs, c'est le fait c'est interne ou est-ce que c'est, on avait pu le voir avec les guerres de Tchétchénie, une importation d'un certain islam frériste, par exemple, qui avait cherché à déstabiliser la Russie. On sait aussi l'attentat qui s'est déroulé dernièrement, juste après l'élection présidentielle de Vladimir Poutine, et qui aurait certainement dû être programmé avant, qui a été programmé avant, mais ça n'a pas pu se faire. Est-ce qu'il y a des problèmes endogènes par rapport à cela? Est-ce que le tableau n'est pas un peu trop beau, Pascal Mas? Et deux, est-ce qu'il y a des tentatives de l'Occident? Je suis toujours dans ma marotte qu'ils ne se laisseront pas faire avec les coups tordus, il va y en avoir plein, et qu'il y a des tentatives de déstabilisation, en particulier le cas Kadyrov. Alors, oui, il y a eu ça. Hein. D'ailleurs, cette velléité complètement programmée depuis l'extérieur par les États-Unis et la Turquie de créer un califat du Caucase, c'était quelque chose auquel les Russes n'avaient pas pensé. Hein. Donc, c'était pas du tout pour imposer une forme d'islam. Donc, je rappelle quand même que l'islam du Caucase n'est pas du tout le même que celui de la Volga. D'accord. C'est comme si vous disiez que l'islam pratiqué à Dakar, c'est le même qu'Aucaire. Ça n'a aucun sens. D'accord. Donc, déjà, il y a ça. Il y a déjà une grande diversité. C'est pour ça que, ce qui fait d'ailleurs l'autorité morale du président Poutine, c'est que lui a bien intégré cette composante musulmane dans sa diversité, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'associations, parce que l'islam russe, c'est comme partout, hein, il n'y a pas de clergé. Il y a des imams, mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, je souligne que les imams russes sont formés en Russie et en langue russe. Ça se passe à Bolgar, c'est aussi au Tatarstan, c'est l'Académie islamique de Bolgar forme les imams russes. Hein. Ils ne vont pas faire des cours en Arabie Saoudite ou à l'université Al-Azhar du Caire.
Donc, pour en revenir à ça, des velléités d'imposer quoi que ce soit, ça a eu lieu au moment où le RSS, enfin la fin du RSS, l'époque Yeltsin, était exsangue. Donc, il y en a qui ont essayé de profiter pour dire on va imposer alors, l'islam comme religion de notre oblast. L'oblast, c'est la région. C'est interdit. Et le président Poutine reconnaît, et il le manifeste d'ailleurs lors des grandes fêtes de chacune des religions, ces populations, il est, comme on dit, les empereurs, d'autrefois c'était le tsar de toutes les Russies, et moi j'aurais plutôt une autre définition, c'est Poutine est le président de tous les peuples russes. C'est-à-dire quel qu'il soit, que ce soit les gens du Grand Nord ou tout ça. Donc, il n'y a pas de tension parce que de toute façon, même s'il y avait ce genre de choses, il n'y a pas de tension actuellement. Il n'y a pas de tension actuellement entre la Tchétchénie et le Daghestan? Alors, non, parce que bon, Kadyrov est un personnage assez spécial. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a succédé à son père qui a été assassiné par une faction opposée qui était les amis de Madame Politkovskaya, vous savez, celle qui a glissé dans l'escalier là, en sortant du journal. Donc, les Tchétchènes, c'est un peuple de montagne et ils ont un mode de vie qui est, je dirais, c'est pas très reluisant parce que ça ressemble un petit peu aux familles siciliennes, vous voyez. Donc, il y a des malentendus, des rancœurs et des vengeances qui se portent sur plusieurs générations. Donc, évidemment, quand il y a ce genre de société, il y en a qui essayent de profiter pour créer ou pour pouvoir prendre le pouvoir. Bon, Kadyrov, il est un chef de région, puisque maintenant il n'y a plus de président, il est un chef de région comme les autres. Bon. Et ce n'est pas lui qui est la référence du président Poutine pour sa politique vis-à-vis des États musulmans, des États étrangers musulmans. Hein. C'est le président du Tatarstan, c'est M. Minikhanov, qui est son chargé de mission spéciale diplomatique vis-à-vis des pays musulmans. C'est d'ailleurs lui qui a préparé la visite de Poutine quand les Turcs avaient abattu un avion russe au-dessus du territoire syrien. Le président Poutine n'avait pas trouvé ça drôle du tout. Erdogan ne se sentait pas très à l'aise et c'est le président Minikhanov qui est allé préparer le terrain pour que Erdogan vienne à Moscou présenter ses excuses. Et c'est souvent comme ça. Et c'est pas une diplomatie parallèle, c'est une diplomatie. Mais d'accord, Pascal. Mais encore une fois, excusez-moi, mais ne noyez pas le poisson. C'est pas le Tatarstan, c'est pas les militaires du Tatarstan qui sont en train sur l'oblast de Koursk ou comme à d'autres endroits, de colmater les brèches. Il en a besoin actuellement. On le voit bien, Poutine, des Tchétchènes. C'est un fait. Comme il avait besoin de Prigojine. C'est pour ça que je sais que parmi des amis et des contacts et des réseaux russes, il y a quand même une petite inquiétude sur la façon dont se comporte. Peut-être qu'il est en train de se rendre compte, Kadyrov, qu'il ne faudrait pas que Poutine refasse la même erreur qu'avec Prigojine, qu'il en a besoin, et que dans ces cas-là, vous savez, hein, la vie est ainsi faite. Hein, quand vous avez besoin de quelqu'un, l'autre, s'il le sait, il peut en abuser parfois. Oui, mais je crois que le passé nous a instruit sur le fait qu'il ne fallait pas dépasser les bornes. Oui. Bon, j'espère qu'il le comprendra en ce qui concerne. Très bien. Et si ce n'est pas le président Poutine qui lui explique, ça sera d'autres. Et là, il vaut mieux que ce soit quand même Poutine qui lui explique en tête à tête devant une tasse de thé. Parce que les autres seront beaucoup moins conciliants. Pascal, on va terminer cette interview par une question du chat sur ce que vous pensez de la Géorgie, de ce qui se passe en Géorgie. On en l'a évoqué un petit peu avec Lara. Les Géorgie, Moldavie, actuellement, est-ce qu'il y a des foyers de déstabilisation à nouveau de l'Occident? Alors, la question ne se pose même pas, tellement c'est flagrant. Bon, la présidente de la Géorgie, moi je la connais, parce qu'elle était ambassadeur de France en Géorgie, c'est la cousine de Madame Carrère d'Ancos. Salomé est devenue présidente après l'épisode complètement ridicule de Saakashvili, qui lui était complètement vendu aux Américains, qui a même été ministre ukrainien, enfin des trucs qu'on ne peut même pas imaginer ici et qui n'a pas gêné grand monde. Bon, maintenant il est en prison. Bon,
Mais donc la présidente géorgienne a dit que les élections avaient été truquées, etc., etc. Bon, ça c'est la réaction, comme vous avez dit tout à l'heure quand on parlait du domaine économique, c'est la réaction de la gouvernance de l'Eurotanier qui n'accepte pas que les peuples n'aillent pas dans son sens. Alors, c'est pas la même chose en Moldavie, mais les élections ont été truquées dans un autre sens, c'est-à-dire que quelques heures avant la fin du scrutin, le non à l'entrée dans l'Union européenne et inscription dans la constitution moldave était largement supérieur, à peu près 55%, et au moment de la clôture du scrutin, c'était le contraire. Donc, la Moldavie, c'est un cas aussi auquel moi je porte une grande attention parce que je connais bien cette région, un foyer de tension potentiel, parce que entre le territoire ukrainien et puis le reste de la Moldavie, il y a la bande, le long du fleuve qui s'appelle la Transnistrie, qui est une région plus ou moins autonome russe, puisque la langue parlée c'est le russe, on utilise le rouble, enfin c'est-à-dire que c'est une enclave entre le long du fleuve Dniestre et qui est susceptible d'être un lieu de confrontation, mais là direct, parce que pour Moscou, Tiraspol, donc la capitale de Transnistrie, c'est la Russie. Donc si jamais les Moldaves, donc Roumains moldaves ou Ukrainiens attaquent cet endroit-là, c'est comme s'ils attaquaient Koursk. C'est la même chose. Donc il y a un risque aussi. Alors les gesticulations de Mme von der Leyen sont tout à fait probantes dans ce domaine, puisqu'elle a fait une tournée avec le carnet de chèques européen dans certains pays des Balkans, en Macédoine, au Kosovo, au Monténégro, pour dire qu'il fallait, puis ça coûte centaines de millions d'euros, hein, c'est pas une pécadille, par lequel il fallait rentrer dans l'Europe d'urgence et tout. Parce que l'objectif, c'est de déstabiliser la Serbie, dont le peuple ne veut absolument pas rentrer dans l'Europe, et auront de rentrer dans l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, commence à grincer, notamment avec la Hongrie, et en Bulgarie aussi, on commence à dire, oui, bon, ben, c'est bien, on a touché le pactole, mais c'est pas ça qu'on voulait. Hein, et là, on en revient à notre conversation présente sur le fait d'un magistère autoritaire de l'Union européenne. Alors, pour la question musulmane, je ne dis pas islamique, hein, la question musulmane, c'est pas un facteur de déstabilisation. Et il y a une poussée, alors dans d'autres pays, notamment Kazakhstan, c'est assez préoccupant d'ailleurs, là où il y a un peu plus de fondamentalistes, et il y a eu une volonté dernièrement des États-Unis de séparer le Kazakhstan de la Russie. Bon, bien sûr, c'était assez bien joué de la part des Américains parce que le centre spatial de Baïkonour se trouve au Kazakhstan. Mais après avoir essayé de déstabiliser le président Nazarbayev, qui était plutôt pro-russe et pro-français, hein, quand le président Nazarbayev a admirablement reçu le président de la République française, François Hollande. On se souvient tous du manteau avec la toque. Mais donc, il y a eu une tentative de déstabilisation du Kazakhstan, qui est un élément essentiel. Et là, il y a une préoccupation parce que les Turcs ont joué un rôle. Et je crois que là, le président Poutine a dit à Erdogan qu'il fallait qu'il arrête. De propagation. Alors, Pascal, on va devoir arrêter, il va falloir terminer cette émission, donc j'aimerais qu'on reste vraiment sur la Géorgie. Si vous avez encore un mot, et sinon, bien, on va s'arrêter là. La Géorgie, donc ça a été dit tout à l'heure, en 2008, lors des Jeux Olympiques de Pékin, les Géorgiens ont agressé les villages d'une zone qui s'appelle l'Ossétie du Sud. En vérité, l'Ossétie est le même territoire, mais qui est sur une frontière. Le nord, c'est Staline qui a fait ce découpage. Hein. L'Ossétie du Nord est dans la Fédération de Russie et l'Ossétie du Sud dans la République de Géorgie. Donc les Géorgiens ont attaqué les villages ossètes, les Russes le savaient, donc ils ont répliqué. Et en même temps, ils ont porté assistance à un autre territoire qui est pas très loin de Sochi d'ailleurs, qui s'appelle l'Abkhazie, qui est également musulman et qui avait été attribué à la République de Géorgie par Staline dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que il s'est passé
presque, mais de manière beaucoup moins grave dans la durée, ce qui s'est passé avec le Donbass, les populations russes de ces régions, persécutées par le pouvoir dont elles dépendaient, en l'occurrence la République de Géorgie, ont appelé au secours les Russes, en leur disant, voilà, ils nous empêchent de parler notre langue, ils nous empêchent de nous réunir dans nos pays, aidez-nous. Donc, alors ça, Zoromitchvili, elle est complètement dans le process eurotanien. Parce que Saakashvili voulait que la Géorgie rentre. D'ailleurs, il s'affichait dans son bureau à Tbilissi avec le drapeau européen, carrément. Bon, donc, la gouvernance présidentielle géorgienne est complètement vendue à l'Europe et à l'OTAN. Mais la population n'en veut pas, parce qu'eux, ils savent bien. Vous savez, il y a une énorme diaspora géorgienne en Russie. Je crois même qu'il y a plus de Géorgiens en Russie que en République de Géorgie, comme pour l'Arménie. Ils n'ont pas du tout envie de se retrouver dans un truc qui ne leur convient pas. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est que on ne fait pas le bonheur des peuples contre eux. Hein. Ah, exactement. On ne fait pas. Surtout pas avec des concepts étrangers. Voilà, ça sera le mot de la conclusion, Pascal Mas. En tout cas, on peut observer que peut-être sur l'islam du Caucase, il y aurait peut-être encore un peu de travail, mais en tout cas, merci beaucoup pour toute cette expertise, que ce soit pour Kazan, que ce soit pour le Sud global, que ce soit en effet pour la Géorgie et la Moldavie, pour ce type de pays. On est toujours heureux de pouvoir entendre votre expertise qui va souvent, et heureusement, et c'est le rôle de GPTV, d'informer de la façon la plus honnête possible, la plus impartiale, et ne pas systématiquement prendre un prisme qui nous divise et nous oppose avec la Russie de Poutine en particulier, donc, et avec le monde, parce qu'on est en train de s'isoler. Si on n'en prend pas conscience très rapidement, on va vraiment sortir de l'histoire. C'est ce qu'on peut considérer, à mon avis. Merci beaucoup, Pascal. Merci je pense que moi je vous retrouve, chers internautes, ce midi avec Corinne Lalo. Ce sera les perturbateurs endocriniens, mais cette fois-ci les perturbateurs endocriniens pour les enfants, après avoir vu les problèmes que ça pouvait causer aux hommes puis aux femmes. On terminera donc sur cet aspect-là, en tout cas sur les enfants, les conséquences sur le fœtus en particulier, avec Corinne Lelot à partir de 12h30. Ce sont ces émissions qui reviennent toutes les semaines. Autre et dernier élément de communication, je rappelle évidemment, si vous voulez rejoindre la communauté GPTV, Géopolitique Profonde, le magazine, bien évidemment, avec une semaine de tests gratuits, que ce soit sur sa version papier ou sa version numérique. Le kiosque aussi, qui vient de s'ouvrir, la boutique. Vous pouvez y acheter dorénavant des t-shirts, des sweatshirts, des mugs, les fameux mugs. Alors vous avez celui-ci, avec lequel je bois mon café tous les matins, GPTV, et puis aussi le « Il ne faut pas avoir peur », le fameux « Il ne faut pas avoir peur » de Klaus Schwab. Des casquettes, etc. C'est la communauté GPTV qui non seulement s'agrandit, mais se resserre ses liens. Et c'est essentiel dans ces temps qui courent, en particulier quand on est menacé par un système de type orwellien qui cherche à nous diviser, à faire de chacun d'entre nous une sorte d'électron libre qui ne tournons plus autour d'aucune valeur. C'est le piège, évidemment, qui nous est tendu. Eh bien, c'est important de se rapprocher les uns les autres et de continuer à échanger, bien évidemment. Merci à vous pour votre écoute, chers internautes, et je vous dis, pour ce qui me concerne, à ce midi, des émissions de plateau ce soir, bien sûr, et demain matin, le retour de Raphaël Beslu pour la matinale dès 7h. Merci à tous et à très vite. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.